Good morning. My name is Bonjour, je m'appelle Natalia et je suis la directrice adjointe du programme dans l'Institut de politique. C'est un plaisir de vous donner la bienvenue à tous à cet événement pour que la cohésion sociale marche pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on apprend de la part des interventions de développement et comment est-ce qu'on peut promouvoir l'inclusion et réduire la xénophobie? Ceci est un événement formel de la première formulaire de révision de migration à New York et MPI est tellement content de pouvoir présenter avec les Nations unies ce programme et aussi parler des agences de développement. Donc, deux notes en ce qui concerne la logistique avant qu'on commence. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez envoyer un email à eventsmigrationpolicy.org et on aura une portion interactive après celle-là. Et bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle question que vous avez sur la boîte à conversation ou vous pouvez utiliser la question-réponse, bien sûr, et on va répondre à toutes vos questions après cet événement. Donc, pour commencer aujourd'hui, c'est un privilège de vous présenter Ms. Asako Okai, qui est la générale secrétaire des Nations Unies, du Parti des Nations Unies pour la prévention et la réponse et la recouverture. On est très content de l'avoir avec nous. Elle va réviser les progrès qui ont pris place dans le domaine de la migration et aussi de parler des points prochains à prendre. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre introduction très gentille. Et en ce qui concerne l'Institut de politique de migration, de travailler avec vous et le VP pour offrir ce webinaire aujourd'hui dans le formulaire d'immigration. On a des questions aussi pertinentes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des interventions de développement sur comment on peut promouvoir l'inclusion, réduire la xénophobie? En ce qui concerne le compact mondial et avec la migration, la régulation de migration Marrakech, on est en train de répondre à ces points. 23 buts. On a eu pas mal de progrès, mais bien sûr, il y avait beaucoup de lacunes, surtout en ce qui concerne les besoins des migrants les plus vulnérables, spécialement les enfants et les femmes. Euh, on a eu l'occasion à MF, là où on doit doubler nos efforts pour lutter contre la xénophobie et le racisme, la discrimination dans toutes ses formes. La cohésion sociale est essentielle, spécialement sur la confiance dans le gouvernement et aussi dans la société inclut les migrants. Aujourd'hui, tellement de gens perçoivent la migration en tant que problème. C'est plus facile pour quelques politiciens de les utiliser en tant que bouc émissaire généralisé au lieu de mettre les points sur leur contribution positive. Ceci n'est pas vraiment ce que le Global Compact pour la migration croit. Donc, on doit avoir un développement durable en ce qui concerne les origines et destinations, l'investissement dans la cohésion sociale est un des outils clés pour pouvoir réduire la discrimination et promouvoir la coexistence entre les migrants et les populations. Aujourd'hui, on se rassemble tous pour commencer un dialogue pratique sur comment les sociétés inclusives peuvent promouvoir encore plus cela et assurer que les migrants sont intégrés de manière efficace dans les économies et les sociétés. Et on doit aussi essayer de trouver la bonne recette pour arriver ou achever la cohésion sociale. Il faut avoir une bonne compréhension du contexte qui est crucial pour pouvoir concevoir ce programme pour promouvoir la cohésion sociale. On a besoin de baser nos actions sur des évidences empiriques et faire des évaluations. Bien sûr, on doit partager les propriétés et aussi pour les migrants et toutes les communautés à chaque étape. On peut bien sûr apprendre de ces programmes dans les pays à revenus faibles. Il y aura plus de projets de développement qui ont beaucoup d'expérience à rassembler ces groupes différents ensemble pour avoir un but ensemble. À Costa Rica, OEM et le PNUD a travaillé sur la cohésion sociale en donnant des équipements basiques, les formations aux migrants et toute la communauté des femmes surtout
pour apprendre à être plus des entrepreneurs et aussi l'intégration des immigrants de Nicaragua dans la communauté, un programme qui a créé de meilleures manières pour créer des relations et des amitiés entre ces communautés. Dans cet événement, les panélistes distingués sont ici pour partager leur expérience pour lutter contre cette discrimination et les points bons et mauvais. On va entendre des exemples partout dans le monde, comment ils ont commencé ou essayé de promouvoir cette cohésion sociale. On va écouter des histoires de succès et aussi d'autres qui sont plus des idées, plus de théories. Et puis, ceci sera une opportunité de partager toutes nos expériences ensemble. J'espère que vous aurez une discussion magnifique et positive. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole, Natalia. Merci beaucoup pour ces remarques d'ouverture incroyables. Et je sais qu'on peut apprendre tellement de choses pour combattre la xénophobie, même des programmes qui ne s'appellent pas des interventions de cohésion sociale. Ils ont le même but. Et je veux aussi rappeler tout le monde les efforts qu'on a mis pour donner la priorité à ces efforts pour réduire la xénophobie et les préjugés. Et donc, on se base sur des recherches qui ont duré des décennies pour avoir plus de contact entre les différents groupes, que sous de différentes conditions, on a une base en commun pour pouvoir réduire les préjugés. Et ceci est vraiment la partie clé sur laquelle on veut mettre le point aujourd'hui, ce caveat de cette condition et ou trouver une lacune critique dans ces preuves parce que pas tous les contacts sont créés de manière égale. On ne connaît pas assez sur ce qui vraiment va marcher, ce qui va emmener à des attitudes positives en ce qui concerne la migration dans les différents contextes et aussi les sentiments à long terme. Et je veux mettre sur la table 3 raisons pour lesquelles je pense que c'est tellement important qu'on soit ici aujourd'hui ensemble. Premièrement, on sait que la proximité toute seule ne va pas fermer ces lacunes ni changer les pensées. Les conditions sous lesquelles les gens se rassemblent sont très importantes. Si le contact est bref, inégal, cela peut rendre ça une chose de contre-feu. Et donc, quand on est physiquement proche, mais qu'on se sent qu'on est toujours assez loin l'un de l'autre, cela peut magnifier les différences. Donc, il faut équiper les personnes avec les outils pour pouvoir collaborer et faciliter cette collaboration et réduire les préjugés. Le deuxième point sur le comment ou le pourquoi est-ce que c'est tellement important et que ce qui est vraiment efficace sont les choses les plus difficiles et qui coûtent le plus d'argent. Et donc, il y a cet échange entre les événements de communauté, par exemple, qui sont très faciles à organiser, des festivals, des matchs de foot qui peuvent mettre la lumière sur un contexte un peu plus flou que des activités qui pourraient promouvoir des interactions qui sont plus fortes et qui ont un effet plus large. Et bien sûr, demande une analyse ou une évaluation plus proche. Le troisième point est que si on n'a pas l'incentive, même le programme le mieux préparé ne va pas vraiment aider à nous pousser envers notre but. Et donc, les objectifs principaux qui ont beaucoup de barrières, il n'y a pas vraiment d'incentive pour les personnes qui travaillent dans le domaine d'immigration pour changer leurs idées. Donc, il y a des préjugés de sélection énormes. Les gens ont des misconceptions, des préjugés sur quelques initiatives. Et cela en part est la raison pour laquelle on est en train de parler aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, regarder ces investissements de développement, les programmes qui sont conçus pour les pays à revenus faibles, pour améliorer les infrastructures,
et fermer ces lacunes entre ces différents groupes et même d'autres programmes. Et donc, il y a des activités volontaires qui pourraient vraiment avoir un impact économique et pratique. Donc, il faut qu'on puisse rendre ces interventions plus durables à long terme. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire deux choses. Premièrement, on va parler des conditions qui doivent être en place pour pouvoir avoir plus de cohésion sociale. Et deuxième, ce qu'on peut apprendre de la part des interventions de développement pour avoir plus d'interaction entre les différents groupes pour qu'ils puissent avoir plus d'indépendance économique. Donc, on va parler du locus d'intégration. C'est un plaisir de donner la parole au maire Alessandra en Belgique. Elle a eu beaucoup de succès en ce qui concerne la réduction de xénophobie, avoir plus de cohésion sociale. Samara van der Sniesen va nous parler sur quelques programmes qu'il a mis en œuvre pour pouvoir avoir des contrats à haute qualité entre les différents groupes et aussi avoir des interactions positives après un certain temps. Et aussi, il va parler de ce qui a marché ou n'a pas marché. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de nous avoir ici. Premièrement, je voudrais dire qu'on est très content que les maires sont invités ici à New York pour faire partie de ça parce qu'on sait que les villes, les maires peuvent vraiment avoir une grande différence, spécialement quand on parle d'intégration et de racisme. Donc, on est tellement content d'être ici. Premièrement, je veux aussi remercier votre gouvernement de nous avoir ici. C'est très unique et on l'apprécie énormément. Très bonne question. Peut-être que je dois dire que Meknes est une ville très petite. Il y a 90 000 habitants. Mais avant de répondre à la question spécifique, je crois que c'est très important de dire que quand on fait face à des difficultés comme la xénophobie et le racisme, Il n'y a pas une solution unique, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, ça peut prendre 6 mois ou un an. En fait, maintenant, c'est quelque chose avec quoi nous débattons depuis 22 ans. Ça a commencé en 2000 avec le maire précédent. Donc, il est devenu le maire de Mechelen. Mechelen était une ville en déclin, les gens partaient, les entreprises fermaient et les personnes âgées n'avaient pas les moyens de vivre. Nous avions de gros problèmes. Donc, la première chose que nous avons décidé de faire, et essentiellement, c'était d'investir pour la lutte contre le crime, contre la criminalité. Parce qu'à ce moment-là, nous avions des problèmes de criminalité. Et aujourd'hui, 22 ans plus tard, nous avons des chiffres historiquement longs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous vivez dans une ville avec la criminalité élevée, les gens ne se sentent pas en sécurité, ils ne sentent pas qu'ils font partie de la communauté, ils ne sortent pas. Donc, c'est une chose qui est la base d'une société ouverte, c'est une société où les gens se sentent en sécurité. Donc, ils sentent qu'ils font partie de la communauté et ils peuvent vivre une vie normale, une vie sociale. Donc, la première chose qui s'est passée. La deuxième chose, c'est que nous avons commencé à investir énormément dans l'infrastructure, la culture, tout ce qui rend une ville, tout ce qui fait qu'on peut vivre dans une ville, que les gens veulent aller vivre là pour vivre leur vie. Nous avons fait cela, c'est un fait. Nous, nous avons contracté des dettes, mais nous devions le faire parce que si vous avez une ville sans infrastructure, les gens ne veulent pas vivre là. C'est la deuxième chose. Et ensuite, après 8, 10 ans, peut-être même 12 ans, les choses ont commencé à changer. Les gens sont revenus. L'université dans notre ville a commencé à croître.
Et bien sûr, niveau suivant, nous avons dû changer notre discours. C'était la chose la plus fondamentale, je pense. Nous avons vraiment essayé de communiquer à tous. Pourquoi est-ce que nous pouvons faire cela? Parce que Mechelen, les habitants de Mechelen, à la fin du siècle, ils n'étaient plus fiers de leur ville. Ils avaient honte. Mais disons qu'au de 2010, 2012, ça a commencé à changer. On a senti que les gens étaient fiers à nouveau. Ils étaient fiers d'être des habitants de Mechelen. Et donc, c'est un discours que nous avons commencé à communiquer chaque jour. Je ne dirais pas toutes les heures, mais tous les jours, pendant des années, pour tous les habitants de Mechelen, pour tous les gens qui vivent ici, les Mechelites, qu'ils soient blancs, noirs, quelle que soit leur origine, quoi que vous vouliez faire avec votre vie, ce n'est pas un problème. Nous sommes tous des habitants de Mechelen. Nous sommes tous fiers de notre ville. Et vraiment, ce n'était pas seulement des paroles, des mots. Les gens ressentaient cela. De plus en plus de gens, pas tout le monde, mais de plus en plus de gens. Et si je vous disais qu'en 2000, 26% des gens ont voté pour le parti d'extrême droite, et en 2018, moins de 9%. En 18 ans, c'est spectaculaire. Donc l'ADN, les pensées intérieures des gens de Mechelen ont changé en 18 ans. Donc ensuite, bien sûr, nous arrivons au projet concret. Il y en a beaucoup trop pour les citer tous, mais j'en donnerai 4. On a commencé le projet des copains, des buddies, copains, où tout nouveau venu a une opportunité d'être connecté à un habitant de Mechelen. Des gens qui sont volontaires, donc ils se rencontrent 2-3 fois par semaine et ils font des choses ensemble. Ça peut être tout ce qu'on veut, aller prendre un café, aller à la bibliothèque, jouer au foot, lire un livre ensemble, parler de politique, je ne sais pas. Mais c'est une connexion avec la société locale. Quelqu'un qui est nouveau à Mechelen rencontre une personne à Mechelen qu'il ne connaissait pas auparavant, mais cette personne est là pour ce nouveau venu ou cette nouvelle venue. Donc, c'est pas qu'on donne le numéro de téléphone, ils peuvent les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais c'est un point de contact pour vous, c'est un hôte qui vous montre un peu la ville. Et c'est un énorme succès. Nous avons commencé ainsi un programme pour les emplois. On fait venir des gens qui ont plus de 50 ans, des gens qui ont une bonne carrière. On les met en contact avec des gens plus jeunes, qui ont plus de 18 ans, avec des antécédents divers et qui cherchent un travail et qui ont des problèmes pour en trouver un. On les rassemble, on les regroupe. Un énorme succès pour les jeunes, mais également pour les gens de plus de 50 ans qui apprécient beaucoup le fait d'apporter une différence pour les jeunes. Un programme pour les écoles aussi. On a essayé de persuader les parents d'amener les enfants non pas à une école qui est à 20 km d'ici, une école blanche, mais non, l'école qui est ici, qui est plus mélangée, parce qu'ici, 50% des enfants de moins de 12 ans à Mechelen ont des antécédents divers. Donc, il y avait des écoles avec plus de blancs, des écoles avec plus de gens de couleur. Mais non, on ne fait pas ça. Non, on essaie de parler aux parents en tête à tête pour essayer de les persuader. Et je dois dire que ça se développe. Les gens voient les opportunités. Ils voient également les aspects positifs de cela. Et ça exige beaucoup d'énergie et de temps, mais ça marche. Et enfin, un projet, un quatrième projet, je peux vous en donner 20 autres, bien sûr, mais le dernier, c'est le plan Marcus, où nous avons décidé de faire venir des gens qui, normalement, ne viendraient pas dans des logements sociaux, mais, mais, mais la loi dit qu'ils ne pourraient pas vivre là. On leur demande de faire cela et de prendre la responsabilité de leur quartier.
Ils paient moins qu'ils ne paieraient normalement pour des logements sociaux, mais en, en retour, ils ont un engagement de rassembler les gens. Ils utilisent leurs compétences pour renforcer le quartier, pour renforcer les gens, pour solidifier les logements sociaux. C'est un gros succès. Nous avons commencé à être 3 personnes, mais peut-être maintenant on a 25, 30 personnes qui vivent dans des complexes différents dans notre ville. Et enfin, je voudrais dire, ça, ce que j'ai oublié, nous avons commencé par un projet énorme de rénovation en 2008. En 10 ans, nous avons rénové presque tous nos logements sociaux. On n'en a pas construit d'autres, mais nous avons renouvelé, nous avons reconstruit ce que nous avions parce que c'était délabré et les gens se sentaient négligés. Et en investissant là-dedans, en investissant dans ces gens, ils se sont sentis reconnus, ils ont senti qu'ils faisaient partie de la ville, qu'ils étaient des habitants de Merlène. C'est une chose que j'ai oubliée parce que c'est 10 à 12% des habitants de Merlène qui vivent dans des logements sociaux. Donc, je veux conclure. On peut faire beaucoup de projets, mais, mais il faut avoir la base, il faut avoir les fondations pour pouvoir commencer. Ça prend peut-être 5, 10, peut-être 15 ans pour amener la ville à un certain niveau de cohésion, pour que tout le monde se sente comme un Merkelin, pour pouvoir faire des projets avec succès. Merci beaucoup. Je sais que on n'a pas beaucoup de temps que nous avons ensemble, mais on pourrait parler de 15 projets de plus. Je voudrais souligner les choses que vous avez dites. D'abord, les projets eux-mêmes ne sont pas suffisants. Si vous ne résolvez pas les conditions sous-jacentes, les gens sentent qu'ils ont un futur, un avenir dans la société, qu'ils ont une opportunité dans cette société et qu'il y a des opportunités disponibles à tous. Ces programmes n'ont pas la fondation, n'ont pas la base, mais également savoir combien d'investissements vous avez mis là-dedans. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas faire ça en 2 semaines. Ça prend un investissement jour après jour, année après année. Et également, faire avoir ce discours qui est introduit dans la communauté plutôt que de distinguer des différents niveaux. Donc c'est quelque chose qu'on verra aussi dans les autres interventions, je pense. Mais je veux donner la parole ensuite à une géographie différente. On va passer à la Colombie maintenant, où nous allons parler de catégories d'intervention qui peuvent tirer parti, qui peuvent favoriser des activités génératrices de revenus et rassembler les gens sur une base égale. Donc, on va présenter Mebelis Avila Barona, qui est vice-présidente de l'association Salto Angel et qui est responsable de cette initiative très innovante qui s'appelle Banco Amable, la banque aimable, qui, 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 qui favorise des projets de développement de la communauté. Donc, Mebelis, dites-nous quels sont les ingrédients du succès de ce programme. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous ici. Donc, c'est que je suis de la Maria, en Colombie, qui est un territoire qui a pris des immigrants venus du Venezuela, qui a rapatrié des Colombiens et qui a intégré différentes communautés. Donc,
Ils ont parlé des opportunités pour le 2018. Ils étaient en train de chercher une réponse à la situation qui était en train de devenir, surtout en ce qui concerne le contexte de migration des Venezuela, les migrants qui rentraient du Venezuela. Et donc, ils venaient être ici dans ce département de Guajira. Et donc, cette insertion de cette communauté, elle a commencé à générer, comme le maire l'a mentionné déjà, elle a commencé à générer dans cette communauté des situations qui n'étaient pas très confortables pour tout le monde, de ce qui était différent, de ce qui était nouveau. Parce que quand c'est la même chose qui arrive quand quelque chose de nouveau arrive n'importe où dans le monde. Et donc, bien sûr, il y avait une concentration sur l'insécurité. On dit qu'il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, ça a généré pas mal de problèmes pour la population des Guajira. Et donc, pour améliorer cette situation, pour ce processus d'intégration, parce que cet endroit, ce territoire, pendant des années et des années, historiquement, a eu une relation assez forte entre les deux nations, entre la Colombie et le Venezuela, parce que les deux sont des territoires qui sont reconnus en tant que territoire sans frontières, la Guajira, que ce soit du Venezuela ou de la Colombie. Donc, on voulait se renforcer un peu à travers cette relation, cette combinaison pour offrir plus d'opportunités. Et donc, on a commencé à chercher les points qui allaient nous aider à aider cette population. Et donc, on voulait aussi donner l'opportunité de s'organiser pour cette société civile qui était présente dans ce territoire, qui était un point clé de cette initiative, ce qui a été Banco Amable, c'était l'engagement qu'ils ont eu avec les institutions. Alors, quand j'entendais M. Alexander qui disait que c'était ça la clé, qui est d'unifier l'institution, la partie institutionnelle, et puis continuer avec la tâche, avoir cette connexion, de créer une communauté qui va recevoir tout le monde. Donc, la clé était d'arriver à ce point institutionnel, d'unifier la coopération, tous les acteurs locaux et écouter la communauté migrante. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire et comment et de quelle manière ils voulaient le faire. Et donc, dans ce processus, ils ont commencé à s'unifier, il y avait plus d'actions. Et cela a permis à Banco Amable d'être un succès. Donc, ce n'était pas un processus immédiat, mais on a pris des petits pas. Premièrement, c'était une tâche de travailler sur soi-même, avec un accompagnement psychosocial, écouter les histoires, vivre le processus migratoire pour qu'ils comprennent que quand ils traversent la frontière, ils avaient l'opportunité de se transformer, de transformer leur vie, leur communauté d'une manière positive, bien sûr, et aussi l'endroit où ils arrivaient. Donc, il fallait qu'ils comprennent ou qu'ils puissent voir cela et qu'ils puissent montrer ça à la communauté. Pour ceux qui revenaient, pour les migrants. Alors ça, c'était le deuxième pas. Parce qu'ils se sont reconnus, ils se sont rendus compte
qu'ils ne sont ni d'ici ni de là, mais ils font partie de cette communauté et ils sont ici pour créer cette communauté. Et après, ensemble, ils ont commencé à voir ce dont ils avaient besoin dans ce territoire pour pouvoir ramener quelque chose, pour leur rendre quelque chose avec des actions positives, pour les remercier d'une certaine façon, parce que l'endroit les avait accueillis, il leur avait donné un endroit où rester, où venir, avec les citoyens. Donc, ces agents citoyens qui étaient représentaient la même population, qui déjà comprenaient qu'ils étaient dans un nouveau territoire, ils ont commencé à récupérer quelques espaces, à faire quelques actions en faveur du municipe. Ils ont commencé à nettoyer les rues, à créer des structures dans les villes, des structures emblématiques pour nous faire comprendre on est ici pour apporter quelque chose aussi, pour rendre cette ville encore plus belle et pour la remercier parce qu'elle nous a reçus à bras ouverts. Et donc, la communauté qui les recevait a commencé à changer une fois qu'ils ont vu cela. Parce que ils se sont dit, j'ai jamais vraiment pensé à prendre un balai et balayer la rue, par exemple. Mais ceux qui viennent d'arriver, sont déjà en train de faire des actions comme ça. Donc, ils ont commencé à comprendre que c'était mieux de les unir dans cette action qui était tellement favorable, que ce soit dans la communauté de migrants ou la communauté qui les reçoit, c'est un pas clé de les traiter tous de la même manière, de reconnaître la vulnérabilité de la population migrante, mais aussi de comprendre le statut de la communauté qui les reçoit. Donc, une fois qu'ils ont commencé ces actions positives, d'autres acteurs locaux, de coopération, d'organisations privées, ils se sont unis aussi à ces actions. Et c'est là où on a commencé à voir cet incentive, cet échange. Et donc, ils se sont dit, comme ils sont en train de faire cela, on va aider bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de travail volontaire, tout. On avait des journées communautaires qui étaient aussi du travail volontaire et c'était vraiment une manière de remercier la ville. Mais ces acteurs locaux, ils ont vu bien sûr que ils n'étaient pas en train de reconnaître le travail qui était fait. Donc, ils se sont dit, on doit les renforcer de manière organisationnelle pour leur donner cet appui. Et puis, bien sûr, il y avait des personnes qui ont commencé à dire, ah, moi, je sais comment préparer des tortas, je sais cuisiner. Et donc, c'est comme ça que toutes ces démarches ont commencé à être renforcées parce que c'était des actions positives. Et c'est grâce à ça que j'ai pu formaliser et fortifier et renforcer ce moyen de vie pour avoir un revenu et avancer dans ce nouveau territoire avec un nouveau projet de vie. Et donc, c'est vraiment ça, cette clé. C'était l'union de toutes ces actions positives avec l'aide du gouvernement institutionnel, de la communauté principalement, et bien sûr, les agents de coopération euh, de ces acteurs sociaux qui se trouvent dans le territoire. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment voir un développement de la localité. Et donc, cela commence avec le renforcement de soi-même, parce que si on ne fait pas ça, si on n'habilite pas une personne et on lui dit, tu peux parfaitement avancer, on va t'offrir
tous les outils et les opportunités dont tu as besoin. Si on ne fait pas ça, cette personne ne pourra jamais y arriver. Mais en faisant cela, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables d'apporter beaucoup de choses et avoir beaucoup d'actions positives et ajouter du bien. Donc, il faut toujours promouvoir l'intégration des locaux. Il ne faut pas travailler en séparé, mais travailler en tant que communauté dans ce nouveau territoire où ils se trouvent. Merci beaucoup. Et nous pouvons bâtir des programmes, construire des programmes d'intégration pour pouvoir investir dans toutes les communautés et reconnaître qu'il n'y a pas de hiérarchie, que les Colombiens et les Vénézuéliens doivent tous sentir qu'ils ont des opportunités qui sont créées pour eux. Donc, je veux parler ensuite de la façon de comment on peut concevoir ces programmes. Les organisations de développement ont beaucoup d'expérience dans le travail dans les zones de conflit et pour fournir des programmes pratiques sur les générations de revenus, les développements d'infrastructures, mais également pour prendre en compte comment on peut construire, instaurer la confiance, la coopération. Mais très souvent, ces programmes ne sont pas libellés comme des programmes de cohésion sociale, mais en réalité, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la façon dont ils rassemblent les gens pour les mettre sur une base égale et également créer des incitations à la participation. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole à Rafaela Greco Toneguti, qui est experte sur la migration et le développement à Enabel, l'agence de développement belge, et notre partenaire aujourd'hui. Rafaela, vous avez la parole. Merci beaucoup, Natalia, et merci à tous les intervenants et intervenantes qui nous inspirent, qui nous permettent d'envisager comment la promotion de la cohésion sociale peut réduire la xénophobie et la discrimination. J'aimerais passer 20 secondes d'abord à dire qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale, parce qu'on en parle beaucoup, mais quels sont les éléments qui sont impliqués dans ce concept. Et pour préparer cette intervention, j'en suis venu à 4 sociaux, culturel, social, économique, institutionnel. Les valeurs fondamentales, les actifs qui font la cohésion de la société. Nous avons entendu le maire dire que ces quatre éléments doivent être combinés quand on conçoit des programmes qui visent à soutenir ou à produire un environnement favorable pour la cohésion sociale. Mais c'est vraiment, ça se voit bien ici maintenant, nous voyons cela. Donc, envisager la cohésion sociale comme le but ultime, si on veut. Donc, en fait, c'est une condition préalable pour un développement durable et pour que la cohésion sociale se produise. Donc, quand on construit et qu'on conçoit des programmes comme cela, pour essayer de générer des revenus ou explorer des opportunités socio-économiques, il faut vraiment avoir ça, non pas derrière la tête, mais au premier plan pour que ça contribue activement à la cohésion sociale. Donc, l'expérience que nous avons, c'est comment est-ce que nous faisons cela? Comment est-ce qu'on s'assure que bâtir cette production de revenus, ces opportunités socio-économiques, ces programmes peuvent vraiment contribuer à sa dimension sociale, culturelle, économique et socio-économique. Donc, voilà par exemple ce qu'a fait. Je parlais de ce qu'a fait Enabel au Burkina Faso. On va changer de géographie ici, mais on va parler du Burkina. Oui, dans un domaine en particulier pour traiter de crise plutôt qu'après conflit. Burkina Faso. Donc, on a pris ces 4 éléments, culturels, social, économique et institutionnel, pour s'assurer que les activités qui sont programmées sont vraiment favorables, favorisent la cohésion sociale. Donc, 4 niveaux qui vraiment correspondent à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant. L'un, c'est traiter donc
les besoins immédiats en termes d'emploi de tous les constituants, en tirant parti d'opportunités existantes dans les territoires. Identifier la chaîne de valeur, identifier même des actions existantes dans le secteur privé ou des centres de formation qui peuvent être soutenus dans des zones qui sont soumises à du stress, qui sont sous pression. Et ça peut être, on peut renforcer, on peut donner de la valeur à ce qui se passe là déjà. Deuxième pan, prévention des tensions pour avoir une pression accrue sur des ressources rares, y compris la terre et l'eau, qui sont vraiment des sources de conflits dans les communautés. Indépendamment de la mobilité ou du déplacement, mais c'est exacerbé par la mobilité et le déplacement. Donc, traiter ces tensions au sein des communautés et par le biais des communautés. C'est un aspect essentiel de tout programme, mais les programmes qui visent à créer des opportunités économiques. Donc, troisièmement, s'assurer que la représentation, exactement comme l'a dit Mévelis, des gens qui sont déplacés dans les communautés et auprès des autorités qui prennent des décisions sur l'allocation de ces ressources. C'est extrêmement essentiel. Et quatrièmement, soutenir l'élaboration de développement, de planification de développement et d'urgence d'une façon telle qu'il soit inclusif de cette vision de cohésion sociale, de ses composants, de façon à ce que les choses ne soient pas déconnectées. Encore une fois, opportunités socio-économiques, prévention des conflits, représentation et par conséquent, être l'agent à la fois des communautés résidentes et de tous les nouveaux venus. Et planification, vision pour ça. Avec qui, et je conclus très brièvement, avec qui pouvons-nous faire cela? D'abord, nous avons des représentants ici, des acteurs locaux, les autorités locales, les habilités, s'assurer qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'ils ont leur vue, qu'ils planifient constamment, même à long terme, même avec des crises ou des situations d'après-crise. Société civile et membres de la diaspora, nous parlons des membres de communautés diverses qui sont dans les territoires, mais également en coopération, je dirais, en cohérence, en continuité avec les actions qui sont ciblées et qui sont menées par des acteurs humanitaires qui se concentrent sur des activités spécifiques, mais qui ça doit mieux être imbriqué dans la vision du développement, d'une façon telle que chaque section des constituants prend la responsabilité de protéger et de promouvoir les droits des sections vulnérables. Et c'est donc que les acteurs prennent les responsabilités pour exploiter le potentiel des communautés et des territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Je crois que vous avez vraiment bien capturé cet échange des différentes conditions qui doivent être présentes. Et en fait, je voudrais continuer un peu sur un des points que vous avez sortis qui était assurer que chaque partie de la communauté sente qu'ils ont une voix pour définir les politiques et les bonnes pratiques qui vont affecter leur vie et leur mode de vie. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à notre dernier panéliste pour parler exactement sur ça. Et donc, je vais partir pour introduire ou présenter Alpha Camara, qui est un agent de communauté dont l'agent national de communauté au Maroc et aussi membre de la diaspora aussi au Maroc. Et donc, on voudrait entendre votre part sur comment des programmes engager la diaspora et puis collecter des services pour s'assurer qu'ils sont en train de faciliter des accès à des migrants, parce qu'on sait que c'est écrit sur un papier, théoriquement ça existe, mais dans le monde de la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, je vous remercie de nous avoir associés à cet événement à travers, bien sûr, mon intervention par rapport à l'expérience générale du projet, mais aussi à mon expérience personnelle en tant qu'agent communautaire. Donc, moi, je travaille pour Enabel,
en tant qu'agent communautaire. Je suis guinéen d'origine, de la Guinée-Conakry, bien sûr. Et donc, ce que notre projet qui s'appelle Projet Amadou a apporté de pertinent dans la réponse au changement dans le cadre de l'intégration des migrants au niveau du Maroc, c'est que le projet a répondu à un défi qui est très intéressant, c'est-à-dire le fait d'associer les migrants à la formulation dès le départ du programme ou des projets de façon générale, mais aussi à les associer dans la mise en œuvre de ces projets. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que migrants, ils sont en fait, ils ont une connaissance plus approfondie de leur réalité, c'est-à-dire des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc, vouloir les associer des gens dans la formulation des projets, mais aussi dans leur mise en œuvre, cela va donner beaucoup plus d'impact au niveau des résultats. Et donc, nous, c'est ce qu'on est en train de vivre au sein du projet Amadou. Je rappelle que notre projet vise essentiellement l'insertion socio-économique et professionnelle des migrants par le biais de l'emploi et de l'auto-emploi. Et donc, en fait, l'une des idées novatrices du projet, ça a été ce que nous appelons ici l'approche communautaire, inclusive et participative. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir intégré, comme je l'ai dit tantôt, dans la mise en œuvre du projet, des personnes migrantes que nous sommes. Je rappelle qu'il y a 4 personnes ressources, des personnes migrantes qui ont été intégrées dans la mise en œuvre du projet pour pouvoir, disons, développer cette approche communautaire, inclusive et participative. C'est-à-dire que notre rôle essentiellement consiste à aller vers les communautés, en fait, servir de relais entre les communautés et le service public de l'emploi au niveau du Maroc qui s'appelle ANAPEC, Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Et donc, nous avons réussi disons, à mobiliser, à sensibiliser et à accompagner les migrants et aussi à réussir le suivi par rapport à tout ce qui concerne les offres de services qui sont, disons, qui existent au niveau de ce service de l'emploi public, bien entendu. Donc, nous, en tant qu'agents communautaires, nous avons été directement installés au niveau de ces services de l'emploi. Moi, par exemple, j'ai été installé dans une agence où j'avais des collaborateurs marocains, où j'ai actuellement, puisque le projet est en cours, où j'ai des collaborateurs marocains avec qui je travaille depuis quelques années maintenant et tout ce qu'on a réussi à bâtir au niveau du projet dans le cadre du changement, nous l'avons réussi avec ces personnes-là, ces conseillers en emploi. Donc, et par rapport au projet aussi, le projet a développé des actions, d'autres actions pertinentes parallèlement par rapport aux bénéficiaires qui sont accompagnés. C'est par exemple la réalisation des foires expositions. Et donc, puisqu'il faut normalement mettre à la disposition de la population locale, leur montrer que les migrants ont aussi un savoir-faire assez développé. Et donc, ces foires, en fait, ont permis à la population marocaine d'avoir une sorte d'interaction pour voir que les migrants ne sont pas forcément du problème, mais au contraire, ils peuvent représenter des solutions aux difficultés, disons, d'intégration dans la société d'accueil. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'exemple que monsieur le maire a donné par rapport au système de mentorat
par le biais de l'emploi. Et au niveau de notre projet, on a développé le même système, mais ce système visait les entrepreneurs parce que le projet accompagne les entrepreneurs. Donc, il y a des entrepreneurs marocains qui ont été contactés pour pouvoir accompagner les entrepreneurs migrants. Et ça a été un franc succès, puisque aujourd'hui, il y a ces entrepreneurs migrants qui sont en train de développer, disons, leur activité dans le cadre de leur intégration au niveau du Maroc. Donc, il y a aussi comme action pertinente des visites d'échange. Actuellement même, je suis en déplacement avec certains des responsables du projet dans une ville avec un groupe de migrants, un groupe de bénéficiaires que nous accompagnons. C'est pour leur permettre de venir échanger avec des coopératives, des entrepreneurs marocains en termes d'expérience. Et nous voyons que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, voilà, personnellement, en ce qui concerne mon expérience personnelle dans le cadre de mon travail aux côtés de mes collègues marocains, en fait, au départ, il y avait un certain nombre de défis auxquels on a été confronté. Moi, personnellement, je pense que ça a été le cas aussi de mes collègues agents communautaires migrants. C'est qu'au départ, il n'y avait pas, disons, le contact n'était pas assez développé au moment où on commençait à travailler avec ces conseillers. Mais avec le temps, nous, on a réussi vraiment à les rassurer par rapport non seulement à notre volonté de faire en sorte que le projet puisse réussir, mais aussi de leur montrer notre côté humaniste. Et je pense que en fait, tout ce qui existait comme obstacle au début, on a pu relever ce défi parce qu'à ce jour, il y a vraiment une très bonne collaboration qui s'est installée entre nous. Et voilà, au-delà de nous-mêmes, puisque notre rôle aussi, je l'ai dit tantôt, sert de mettre en place une sorte de passerelle entre ces conseillers et les migrants qu'ils accompagnent. En fait, nous avons réussi aussi à casser un certain nombre de barrières parce que, par exemple, il y a des ateliers qui sont organisés dans le cadre de leur accompagnement. Donc, à travers ces ateliers, ces migrants ont réussi à entretenir de très bonnes relations avec ces conseillers marocains, ce qui fait qu'il y a des collègues conseillers qui témoignent au début qu'ils étaient assez réticents, ils avaient des doutes dans leur collaboration avec ces migrants, mais maintenant, ils gardent une très bonne image parce qu'ils ont été marqués par la pertinence des idées, la pertinence des projets, la volonté des migrants à s'intégrer, le parcours migratoire à s'intégrer au niveau de la société marocaine. Donc, en termes de résultats, on a pu, disons, remonter, on a pu solutionner toutes ces difficultés qui se sont mises en notre chemin dans le cadre de notre collaboration avec ces conseillers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre cette aventure avec beaucoup de fierté. Moi, personnellement, c'est une première expérience pour moi de travailler dans le cadre d'un projet institutionnel bilatéral. Mais si je dois comparer par rapport à mes expériences, ce qu'on est en train de réussir par rapport au passé, je pense que c'est une très belle aventure. Et donc, je suis très content de partager cette expérience avec vous. Je sais que le temps fait défaut, sinon il y a tellement de choses à dire par rapport à cette expérience. Je vous remercie. Voyons comment cette initiative peut avoir un objectif pratique, un objectif économique, imbriquer des agents de communauté pour être sûr que les migrants aient accès à ces opportunités. Ça crée vraiment
un niveau tout à fait unique de contact interpersonnel proche entre les migrants et les populations locales. Et j'aimerais beaucoup ce que vous avez dit sur la façon de cette préparation. Ça ne se fait pas immédiatement. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc, nous allons juste déborder de quelques minutes, que nous avons beaucoup d'excellentes questions dans le chat déjà, dans la conversation. Je voudrais avoir l'opportunité d'en aborder quelques-unes. Donc, mes excuses là, à ce sujet à l'avance. Nous avons une question sur les évaluations. Je voulais vous demander, Monsieur le maire Van der Smissen, comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces programmes? Et nous savons que la cohésion sociale, par elle-même, c'est quelque chose qui est très difficile à visualiser et à mesurer. Donc, le nombre de gens qui participent à ces programmes, ce n'est pas vraiment la même chose que mesurer l'impact. Donc, comment est-ce que vous abordez cela? Oui, effectivement, c'est difficile, c'est une question difficile. C'est une chose difficile à évaluer. Par conséquent, nous avons une chose que nous avons décidé il y a quelques années, c'était d'essayer de faire intervenir l'université de Bruxelles et l'université d'Anvers, de Gand, à Mechelen. Nous ne sommes pas une ville universitaire, nous avons un lycée, mais nous leur avons demandé s'ils pouvaient venir créer un nouveau service à Mechelen, un service qui étudierait effectivement les effets des politiques que nous avons mis en place maintenant depuis 20 ans. Essayer de mesurer l'effet sur la société en termes d'inclusion, racisme, etc., etc. Donc, je crois qu'on a commencé il y a 2 ans. C'est l'Institut Arendt. Donc, ils travaillent là-dessus, ils essaient d'obtenir des chiffres. C'est quelque chose qui n'est pas crucial, mais c'est important pour que nous puissions faire correspondre les politiques aux chiffres, avoir des résultats. Donc, ce que nous voyons aussi, c'est que le gouvernement, tous les 2 ans ici, il pose des questions à la population dans l'ensemble sur beaucoup de choses, sécurité, revenus, mais également il pose des questions sur la façon dont les gens, ce que pensent les gens de leur ville, est-ce qu'ils font partie de la société, est-ce qu'ils se sont pas inclus dans la société? Donc on voit ici que les résultats ici, année après année, s'améliorent. Les gens se sentent de mieux en mieux. À Mechelen, ils se sentent chez eux, ils se sentent inclus. Et ils se voient différemment les uns les autres, non seulement dans les communautés diverses, mais également dans les mêmes communautés. Donc, ce sont des signes très positifs, je pense. Et ces chiffres s'améliorent. Une autre indication, c'est le fait que les gens qui se portent volontaires à Mechelen, les chiffres continuent d'augmenter. Donc, on a vu ça pour la première fois dans une crise en 2013. Il y a eu des incidents racistes envers des fugitifs à Mechelen. Les gens sont venus, ils se sont portés volontaires. La même chose s'est faite avec la crise de la Covid. Près de 1000 habitants ont dit qu'ils voulaient aider. 1000 personnes, c'est complètement fou. Et maintenant, avec la crise en Ukraine, c'est la même chose. Les chiffres continuent d'augmenter. Donc, j'ai le sentiment que les gens veulent jouer leur rôle, veulent prendre pour leurs responsabilités. C'est une très bonne évolution. Il y a d'autres signes, il y a d'autres chiffres qui indiquent que dans l'ensemble, les gens se sentent bien, se sentent chez eux, se sentent mieux dans leur communauté. Est-ce que c'est la même chose dans toutes les communautés? Ce n'est pas clair, mais par exemple, maintenant, je vais terminer. Nous avons un marché de volontaires la semaine dernière à la mairie.
Les gens peuvent venir faire du travail bénévole, du volontariat. Il y a beaucoup d'organisations qui étaient là. Et on peut aller leur parler et vous donner votre nom pour du volontariat futur. Et ce que nous avons vu, j'y étais, c'était une population très diverse qui était là, de toutes les communautés qui sont venues à la mairie pour s'informer sur les choses qu'ils pouvaient faire comme volontaires, comme bénévoles. Pas seulement des Blancs, mais c'est pas seulement des Blancs qui veulent faire du volontariat. Ce n'était pas le cas, parce que c'est tellement important, parce que c'est vraiment, on voit ça dans notre société à Merlin, tout le monde, tous les gens pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent contribuer, peuvent faire pour des choses pour les immigrants. Et la communauté dont vous venez, ça n'a aucune importance pour prendre ce type d'engagement. Donc, nous voyons beaucoup de signes positifs, mais je dois être honnête. Vraiment, depuis 2 ans que nous avons commencé à étudier cela avec une université externe, nous essayons d'avoir des chiffres en regard des politiques. J'espère que c'est clair. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de toutes ces différentes façons de capturer l'impact. Je pense que nous avons temps. Nous allons vraiment prendre une question de plus, une question pour Raphaëla. Est-ce qu'on met l'accent sur les aspects sexo spécifiques dans vos interventions? Oui, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Je vois que je vais essayer de regrouper les choses. Effectivement, l'aspect sexo-spécifique est très pressant. Pourquoi? D'abord parce que j'en ai parlé au Burkina, mais c'est la même chose dans d'autres pays, au Sahel. La majorité des gens déplacés sont des femmes et des enfants. Et par conséquent, les actions socio-économiques, la formation, les formations professionnelles, les possibilités de faire de l'entrepreneuriat sont toujours construites d'une façon telle qu'elles peuvent prendre en compte qui va faire ces choses. Donc, c'est une façon très concrète de prendre en compte les aspects sexo-spécifiques, mais également dans la représentation, s'assurer que ces préoccupations spécifiques, pas seulement des femmes qui sont en mobilité ou déplacées, mais également les femmes qui ont des foyers, celles qui sont hôtes, les communautés résidentes, que leurs intérêts, leurs besoins, leurs préoccupations soient vraiment représentés. Comment s'assurer qu'on puisse le représenter pour que, de la même façon qu'Alpha Camara, que nous voyons finalement à l'écran, ce qu'il a exprimé, cette reconnaissance, cette expérience, c'est très clair donc, dans le cas des femmes. Donc, ça va main dans la main avec les questions de durabilité, parce que c'est vraiment un point important. C'est la raison pour laquelle vous m'avez entendu dire plusieurs fois responsabilisation et appropriation. Les acteurs locaux et les autorités locales doivent être au centre de ces actions. Mais tout comme nous voyons en Merlin, tout comme nous avons vu en Colombie, l'institutionnalisation, avoir les acteurs locaux, les autorités locales occupent l'espace correct et prennent leurs responsabilités sur la vision qu'elles ont dans leur territoire. Ça va la main dans la main avec la société civile, avec les membres des communautés migrantes ou déplacées. Mais il doit y avoir cet espace, cette étape, ça doit être fait. Et c'est comme ça que je vais conclure mon intervention très brève. Mais encore maintenant, je veux dire que les acteurs de développement ont une énorme responsabilité de s'assurer que cette responsabilisation des acteurs locaux est toujours au cœur de tout ce qu'ils font. Qu'il s'agisse de revenus socio-économiques, d'activités éducatives, parce qu'au bout du compte, ce sont là les acteurs qui vont être sûrs que ces activités vont marcher, que ces interventions vont marcher. Merci. Merci, Raphaëla. Et je pense que vous avez fait un excellent travail pour conclure le programme d'aujourd'hui, pour inclure tous les éléments auxquels nous devons penser pour essayer de comprendre pas seulement ce qui marche, mais pour comprendre quelles sont les conditions du succès, mais également
comment on peut mettre en œuvre ces idées dans le tissu de la société, dans le tissu communautaire, d'une façon qui continue et qui soit durable, et pour que les gens veuillent s'investir, pour qu'ils voient qu'on leur donne des opportunités dans leur vie. Donc, on pensait de façon plus systématique à la connexion entre les activités génératrices de revenus et les objectifs de cohésion sociale. Ça peut nous permettre d'y arriver. Et également, pour penser à qui doit être à la table, comment tous les membres de la communauté doivent participer d'une façon égale, le programme et les services, au programme et aux services dans leur communauté. Donc, je veux remercier tous les panélistes de leur contribution très riche, très pertinente aujourd'hui. L'audio et la vidéo du webinaire d'aujourd'hui seront disponibles sur le site web de MPI, migrationpolicy.org. Et les journalistes qui participent à l'appel peuvent contacter Youssef Hamid au numéro qui est sur l'écran, 202 266 19 30, pour tout renseignement supplémentaire. Merci à tous d'avoir fait partie de cet événement virtuel pour ce Forum international de revue de l'immigration. Et nous sommes impatients de continuer la conversation. Merci beaucoup.